les paysans chassaient avec des chiens réalistes. Par exemple, un chien très réaliste, pour tuer du gibier, c'était le croisement, par exemple, d'un chien d'arrêt et d'un chien courant. On appelait ça des corgnons. C'est un corgnon. Croisement de chien d'arrêt et de chien courant. C'était des chiens qui, par leur origine, savaient pister, c'est-à-dire prendre la voix au sol et rapprocher, et puis qui savaient très bien lever le nez, et qui à ce moment-là avaient la chance d'un chien d'arrêt. Ces chiens bourraient, hein. Ils ne s'arrêtaient pas, hein. Ils ne coulaient pas un perdreau doucement comme un chien d'arrêt. Quelquefois, j'en ai connu, moi, qui suivaient les perdreaux en criant. Alors, on entendait le chien crier, et puis plus rien. À terre, on disait, il a levé un perdreau. Quelquefois, on avait vu le perdreau même se lever devant eux. C'était des chiens terribles pour tuer et se remplir le carnier. Ces chiens leur convenaient très bien. Il ne faut pas oublier que les paysans, d'autrefois, ils n'étaient pas riches. Il y avait beaucoup de paysans qui étaient des métayers, c'est-à-dire qui travaillaient la ferme d'un patron et on partageait les bénéfices de la propriété. Vous pensez bien que ces gens-là, quand ils avaient tué un lièvre qui valait de l'argent, on ne le mangeait pas, on le vendait. Si on tuait une bécasse, on la vendait. C'était un revenu. C'était normal puisque ça vivait sur leur terre. Et que les 3/4 des chasseurs étaient des paysans. Et de nos jours, les paysans ne chassent plus, ou très peu. Ils n'ont pas de chien courant ni de chien d'arrêt, ils ne chassent pas. Et ils acceptent que les gens chassent chez eux. Les uns l'acceptent, pas les autres. Ce qui fait que les chasseurs de nos jours ont des difficultés. Alors les briquets de pays, il y avait par exemple un paysan, il avait une briquette de bleu, pas pure, mais elle était bleue, avec les qualités des bleus pour chasser. Des chiens qui étaient très bons pour tirer une quête, puis comme ils étaient libres toute l'année, pas trop bien nourris, ils chassaient pour vivre, et ils devenaient savants. Et comme ils savaient chasser 200 jours par an minimum, figurez-vous qu'aucun chien de maintenant ne chasse 200 jours par an. Alors, c'est moi, chez les chiens de paysans, que j'ai vu les plus grands chiens de ma vie. J'ai connu des chiens, un titou, un taillot, 2 ou 3 chiens dont je ne me rappelle pas le nom, qui forçaient leurs lièvres tout seuls. Tantôt des petits, mais tantôt des gros. Alors, quelle expérience avait-il de la chasse? Nous avons connu des chiennes de paysans qui, elles, lançaient le lièvre à 10 heures du matin. Et à 4 heures de l'après-midi, elles suivaient toujours leur lièvre. Alors ça, ce n'étaient pas des chiennes qui le prenaient. C'était des chiennes qui chassaient lentement et qui ne chassaient que la voix au sol. Pas le chant odorant, elles ne levaient jamais le nez. Le chant odorant d'air, elles ne chassaient pas ça. Que la voix au sol. Elles allaient parfois au pas, au petit trot, au galop rarement, mais elles ne perdaient jamais leur lièvre. Elles le relançaient X fois où elles le trouvaient dérobé. Vous vous rendez compte? Pour un chasseur à tir, c'était des chiennes terribles, parce que du fait qu'elles ne suivaient pas vite le lièvre, il ne quittait pas son canton, donc il risquait de repasser plusieurs fois un poste. Et comme le chasseur le savait, alors moi j'ai connu un paysan qui avait 2 chiens, des croisés de bleu, c'était noirs. Ils étaient noirs, tous les deux avec du blanc, des balsanes blanches et le bout de la queue blanche. Eh bien, ces 2 chiens lançaient le lièvre le matin, et puis on les perdait. À midi, le chasseur dit, on va manger. On partait manger, et puis après on se débrouillait pour savoir où étaient les chiens, soit un paysan me les renseignait, soit quelqu'un, où on avait la chance de les entendre. On se repostait, et quelquefois on tuait le lièvre, d'autres fois on ne le tuait pas non plus. Mais les chiens, il rentrait chez lui, le paysan, comme il était parti à pied de chez lui, les chiens revenaient. Alors, ça, c'était des chiens qui ne chassaient que la voix au sol. Un
impropres à la chasse à courre, bien sûr. Mais c'était des chiens de tir formidables. Et puis les bleus, parlez-nous des bleus de Gascogne. Vous savez, le bleu de Gascogne, il a une qualité formidable. C'est que c'est un chien qui n'a jamais été vite. Dans les articles du chasseur français de 1940, 1952 ou 3, on lit un article d'un certain Paul d'Aubigné, qui était un monsieur qui chassait à courre, mais qui connaissait très bien la chasse à tir du lièvre, qui chassait à courre le lièvre. Et il dit qu'il y avait 2 races de chiens en France qui étaient pas employés dans la chasse à courre. C'était le chien normand, chien tricolore et le bleu de Gascogne. C'était des chiens, d'après lui à l'époque, en 50, trop lents pour faire de la chasse à courre. Et qui étaient des très bons chiens de rapprocher, c'est-à-dire des vieilles voix, mais qui manquaient un peu d'initiative pour lancer assez vite, mais qui avaient été employés. Or, on sait que M. de Ruble, qui avait le dernier équipage des Grands Bleus de Gascogne, lui chassait le loup avec ses jeunes chiens. Mais il chassait que les loups noirs, les loups de l'année, pas les vieux loups. Ces bleus étaient incapables de prendre un vieux loup en 2 jours ou en 1 jour, pas assez vite. Et après, ces chiens, parce que dans le milieu de la France, il n'y avait pas de cerf, il n'y avait pas de sanglier, il n'y avait pas de chevreuil non plus, il n'y avait que du lièvre, du renard et du lapin. Alors ils se sont mis à chasser le lièvre. Et quand ces chiens sont tombés, ces bleus, qu'il n'y a plus de nobles pour avoir des meutes, ces chiens sont tombés dans les mains, si vous voulez, de quelques paysans assez riches, dans les mains de gens qui aimaient la chasse aux chiens courants et qui avaient de l'argent, mais qui n'avaient pas les connaissances des gens de la chasse à courre. Et alors, pour vous donner un exemple, moi j'étais jeune, je me rappelle, j'avais 30 ans, j'allais chasser avec des gens qui avaient des bleus, et puis tout d'un coup, il y avait un chien ou une chienne, surtout c'était des chiennes, qui donnaient les premières, sur des voix froides. Et il vous disait, tu vois Marcel, cette chienne, c'est celle qui a le plus de nez. Je vais la faire porter parce que celle-là, elle a du nez. Elle aboyait sur des voix froides. Et puis le lanceur arrivait. Il sentait la voix froide, il foutait le camp, faire autre chose. Le lièvre fait 2 ou 3, 4 ou 5 kilomètres dans la nuit. Et puis, cette voix froide, il n'y avait pas de continuité. Il y avait des endroits qui sentaient les voix froides, là où le lièvre s'était arrêté pour manger, où son corps avait touché le sol, où il y avait des molécules de la respiration en mangeant, où il y avait des molécules du corps, des molécules des pattes, un endroit là qui sentait le lièvre énormément, mais tellement mieux que le lanceur savait que ça n'avait aucune valeur. Et eux, ils trouvaient que c'était les chiens les plus intelligents, alors que c'était des imbéciles, vous m'excuserez beaucoup. Et ils ont trié là-dessus. Ce qui fait que dans les bleus, il n'y avait pas beaucoup de lanceurs. Et que beaucoup d'équipes qui avaient des bleus et qui avaient des Gascons Saintongeois et quelques Ariégeois, ils avaient dans leur meute des briquets lanceurs, c'est-à-dire des chiens, des bâtards ou des briquets avec du sang griffon, parce que le sang griffon est très lanceur, et c'était un bien. Alors, ils ont abîmé la race. Parce que moi, j'ai entendu dire ça, je ferai rapporter cette chienne, parce que c'est elle qui a le plus de nez. Parce qu'elle aboyait la première sur une saloperie qui était une voix trop vieille. Mais maintenant, il y a des lanceurs dans les Grands Bleus. Ah, maintenant, oui, ils ont fait des progrès, maintenant on trouve des lanceurs dans les bleus, mais à une période, il n'y en avait pas trop. Et moi, je me rappelle de cette période. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ces meutes de bleus? Un briquet lanceur.
Et puis la chasse au loup avec les Bleus de Gascogne, ça se passait comment? Ah ben, ils chassaient les louvards, Mais les alors, jeunes loups. quels étaient les chiens utilisés pour la chasse des loups adultes? Ah, ça c'était les Poitevins. C'était pas dans le milieu de la France, ça. C'était les Saintongeois purs, qui eux habitaient dans les Landes par là, où je me rappelle plus où, dans le sud de la France, et puis les fameux Poitevins. Alors les Poitevins modernes, ils ont été anglaisés un peu. Et quand on prend les histoires des chiens de loup, parce que tous les chasseurs devraient avoir lu les histoires de chiens de loup, les chasses aux chiens courants. Parce que vous vous rendez compte, quand on avait suivi un vieux loup et que le soir arrivait, on arrêtait les chiens parce que le loup en aurait tué quelques-uns la nuit. On faisait une brisée, c'est-à-dire on mettait une branche d'arbre à l'endroit où on arrêtait les chiens. On allait faire manger les chiens. Les chevaux se reposaient, les gens mangeaient, et le lendemain matin, à la pointe du jour, on remettait les chiens qui reprenaient la voix du loup. Vous vous rendez compte de la qualité de ces chiens pour reprendre une voix. Mais enfin, la nuit étant tombée et le froid, ça permettait aux molécules d'odeur de ne pas s'évaporer, là. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et on tirait des fois 4 ou 5 kilomètres de quête de loup pour le relancer quelque part. Des fois, il n'était pas loin, à 1 kilomètre ou 2, mais il avait chassé pour bouffer. Il passait à côté des fermes, quelquefois. Il traversait un village, un groupe de maisons. Il s'arrêtait sur le fumier pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à manger. Et puis il relançait le loup. Et là, c'était une poursuite, les chiens avaient mangé, avaient dormi, le loup. Des fois, il n'avait rien mangé. Et on l'attrapait le deuxième jour, où on le perdait. Et quelquefois, on l'attrapait le troisième jour. Alors, il fallait avoir des chiens formidables, et il fallait avoir des chevaux formidables. Mais ce qu'il y a de plus rigolo, c'est qu'à l'époque, quand on allait chasser un loup, le monsieur partait de son château ou de la résidence qu'il avait avec ses chiens de loup, il faisait 15 kilomètres à pied pour arriver. Les chiens étaient à pied derrière, ils suivaient les chevaux. Avant d'attaquer la chasse, ils avaient déjà fait 15 kilomètres. Et le soir, quand on arrêtait, on tâchait de trouver un local près de l'endroit où on avait laissé le loup. Alors c'était un hôtel où on payait, ou c'était une ferme, ou un château qui les recevait. Et puis quand on perdait le loup, on était à 30 kilomètres de la maison, les chiens rentraient derrière les chevaux à la maison. Et maintenant, on porte les chiens en camion, dont ils n'ont plus la résistance. Et en plus, il faut dire une chose, c'est qu'à l'époque, on ne vaccinait pas les chiots. Donc il n'y avait que les costauds qui vivaient. Alors on parle de l'inbreeding, vous savez ce que c'est l'inbreeding, c'est faire saillir une portée par exemple, on fait saillir la fille par le père, pour garder certaines qualités. Bon, moi je crois qu'avec les chiens d'autrefois, qui n'étaient pas vaccinés, comme il n'y avait que des costauds, c'était un peu possible. Mais avec les vaccinations, je ne crois pas que ça soit facile comme avant. Je ne crois pas qu'on ait des chiens aussi solides qu'avant. Il y a tout un tas de choses dans la chasse qui est évidemment. Alors l'emmerdant, c'est de se dire, et dire, pauvre Marcel, puis je m'appelle Marcel, si tu avais su tout ce que tu sais à 25 ou 30 ans seulement, tu te rends compte un peu, c'est que dans la chasse à courre, quand on prend les veneurs, le grand-père, piqueur d'une meute, qui conduit les chiens. Son fils, à son tour, piqueur. Le petit-fils aussi. De quoi entend-il parler? Que de chasse. Vous vous rendez compte? À 25 ans, ils en savaient autant que nous à 60. Ensuite, comme ils chassaient à cheval,
Ils étaient toujours avec les chiens. Ils voyaient de suite les bons, les mauvais, les moyens. Et nous, on n'y est pas. Alors la chasse, c'est une science, de toute façon. Mais j'ai toujours pensé que, à la fin de mon livre, je devais conclure par ceci. Messieurs les lecteurs, je ne sais pas si vous avez été heureux de m'avoir lu ou pas lu, mais qui c'est qui était le plus heureux? Le vieux chasseur d'autrefois qui se disait « Ah oui, j'ai eu 2 bons chiens, un moyen et 1 ou 2 mauvais aussi. » Enfin, je me suis bien amusé. Ou le chasseur scientifique qui croit tout savoir. Eh bien moi je crois que c'était le vieux paysan qui était le plus heureux. Parce qu'au moins il pouvait rêver davantage que nous. Parce que si nous savions tout sur la chasse, où serait notre plaisir?